C'est un homme très défavorablement connu pour des faits de droit commun pour lesquels il a déjà fait l'objet de condamnations en France et en Allemagne et pour lesquels il a purgé ses peines. C'est quoi une peine? Vol avec arme et menace simple d'une arme, c'est censé être 150 000 € d'amende et 30 ans de réclusion. S'il en avait fait le tiers à sa dernière condamnation, eh bien, il y aurait 3 personnes vivantes en plus aujourd'hui à Strasbourg et 13 blessés qui se portent très bien. Voilà où mène le laxisme de Madame Taubira et consorts. C'était censé être l'une des trouvailles pour apaiser les gilets jaunes. L'ouverture d'un grand débat national sur les principaux sujets qui secouent le pays s'annonce déjà comme une mascarade. Alors que le président de la République veut tirer les lauriers de la prétendue concertation en marche, ce sont les maires qui seront mis à contribution. Pendant ce temps-là, l'immigration, qui devrait être une thématique à part entière, a déjà été reléguée au bout d'un paragraphe. Après une reculade remarquée du Premier ministre sur les dispositions annoncées en novembre, les mesures décidées par l'exécutif pour répondre au mouvement des Gilets jaunes ont été précisées, de quoi faire encore grimper la facture. Face à l'impuissance européenne, le gouvernement français communique sur sa volonté de taxer les géants du numérique, une mesure populaire qui pourrait toutefois être bien compliquée à mettre en place dans un temps record. Madame, Monsieur, bonsoir. Construire ensemble la société de demain. Jusqu'au 1er mars, les Français pourront s'exprimer sur les principaux thèmes de société. Alors que l'immigration a déjà été savamment évacuée, l'annonce d'Emmanuel Macron pour tenter de quitter sa condescendance sonne déjà faux. La grande concertation nationale prend déjà l'eau. Censée commencer le 15 décembre, l'idée du président de la République a déjà du plomb dans l'aile. Jugée peu convaincante par une majorité de Français, la proposition a du mal à prendre. L'objectif est pourtant de laisser 2 mois et demi pour débattre de la transition écologique et sociale de la France. Un genre de discussion entre tous les Français sur leur vie et leurs aspirations. Mais beaucoup voient déjà dans le jardin à l'anglaise foisonnant voulu par le Premier ministre une usine à gaz dont il ne ressortira que du vent. Le grand débat national devrait être articulé autour de 4 grands thèmes, la transition écologique, la fiscalité, la démocratie et un autre bloc sur la citoyenneté et l'organisation de l'État. 4 thèmes donc et une impasse en effet. Lors de sa dernière allocution, Emmanuel Macron avait annoncé qu'une discussion serait lancée autour de l'immigration. Je veux aussi que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde, que nous abordions la question de l'immigration. Il nous faut l'affronter. Finalement, non, elle ne sera pas affrontée. L'annonce faite par le président le jour de la signature du pacte de Marrakech laissait tout de même peu d'espoir. Et au final, la question migratoire sera distillée avec parcimonie à l'intérieur du débat sur la citoyenneté et l'organisation de l'État. Il faut dire que la proposition a fait grincer des dents à gauche. En effet, si plusieurs cadres de la majorité En Marche s'affichent en grand décomplexés sur la question, beaucoup, issus des rangs de la gauche, n'apprécient pas l'idée. Une idée qui rappelle le fameux débat sur l'identité nationale initié par Nicolas Sarkozy en 2009. Et à plusieurs égards, en effet, le concept même de débat autour de la question avait suscité davantage de débats que la question elle-même. À l'issue, rien n'était ressorti de cette prétendue tempête de cerveau national. Moins de 10 ans plus tard, la grande concertation de Macron a toutes les chances de finir pareil. Si quelques débats nationaux devraient être organisés, les maires et les élus locaux seront quant à eux largement mis à contribution pour la mascarade, puisque c'est à eux qu'appartiendra la responsabilité de recueillir les propositions des Français pour les faire remonter à l'exécutif. Un cheminement qui permettra à Emmanuel Macron de faire croire qu'il est sorti de sa prison dorée.
L'exercice aura toutefois un mérite, remettre au cœur de l'actualité nationale un président à la peine dans les sondages. En effet, avec 77% des Français qui le considèrent comme le président des riches et une cote de popularité à 27 points, l'exercice aura sans doute des vertus. Des annonces en trompe-l'œil, les promesses présidentielles du 10 décembre ne devraient pas vraiment changer la donne sociale. Quant au débat sur l'immigration, il devrait être relégué au second plan. Olivier Frère-Jacques. Un projet de loi qui ne devrait pas calmer la colère des Gilets jaunes. Pour faire face à la gronde, Emmanuel Macron s'était mis en scène le 10 décembre à la télévision pour apaiser le mouvement. Un exercice plutôt réussi au regard de la mobilisation en baisse de samedi. Et pourtant, les promesses présidentielles pourraient bien s'avérer être finalement de la poudre de perlimpinpin. Tout d'abord, s'agissant de la hausse de 100 € du SMIC, le fameux coup de pouce ne concernera finalement qu'une partie des smicards. Concernant l'exonération fiscale des heures supplémentaires, la mesure sera appliquée au 1er janvier 2019 au lieu du 1er septembre. Une bouffée d'oxygène pour de nombreux professionnels qui n'est finalement qu'un copier-coller de la mesure appliquée par Nicolas Sarkozy sous son quinquennat et supprimée par François Hollande. Autre réforme, l'annulation de la hausse de la CSG pour 30% des retraités, une mesure qui avait poussé l'impopularité d'Emmanuel Macron et qui ressemble bien à un ajustement plus électoral que budgétaire auprès d'une population qui a largement voté pour l'actuel locataire de l'Élysée lors de l'élection présidentielle de 2017. Enfin, une prime exceptionnelle de 1 000 € pourra être versée avec exonération d'impôts pour les entreprises aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC. Une prime qui pourra être versée jusqu'au 31 mars 2019 et qui ne fait pas que des heureux puisque les syndicats de la fonction publique se sont d'ores et déjà plaints de cette mesure qui exclut les fonctionnaires. Des annonces en forme de coup de pouce donc et qui ne devraient pas calmer la colère des Français. Autre point fondamental des annonces présidentielles, la présence de l'immigration parmi les thèmes du grand débat national voulu par Emmanuel Macron. Et avant même toute forme de débat, la seule évocation de l'immigration inquiète à gauche. Et pour cause, la question était souvent évoquée ici et là par les Gilets jaunes et reflète une inquiétude réelle chez les Français, une inquiétude et surtout une volonté de freiner, si ce n'est arrêter, les mouvements migratoires qui pourraient se traduire dans les urnes par un gros score de partis comme Debout la France et le Rassemblement national aux élections européennes et affaiblir la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, pas franchement hostile à l'immigration. Et si faire monter les partis anti-immigration s'avère utile électoralement sur des scrutins à 2 tours, les élections européennes, elles, sont un scrutin proportionnel et pourraient offrir une bien vilaine surprise à La République en marche. Le retour de l'immigration dans le débat paraît donc comme une opportunité pour les droites, quelques jours seulement après la signature du pacte de Marrakech. Le président, lui, semble se tirer une balle dans le pied. Le fossé se creuse encore un peu avec Christophe Castaner et les policiers. Alors que les forces de l'ordre sont en première ligne depuis plus d'un mois, les fonctionnaires réclament un geste de la part du gouvernement. Face à la colère montante, le ministre de l'Intérieur a proposé une prime de 300 €, une prime bien loin de satisfaire les policiers. Thibaut Bastide. La crise des Gilets jaunes n'est pas terminée qu'un nouvel incendie pointe le bout de son nez. En première ligne depuis le début du mouvement, le 17 novembre dernier, les policiers, épuisés par leur rôle de bouclier humain, souhaitent à leur tour se faire entendre de l'exécutif et en tout premier lieu auprès de leur patron, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Déjà pointé du doigt pour sa gestion catastrophique des manifestations des Gilets jaunes, le locataire de la place Beauvau doit à présent assurer le service après-vente auprès des forces de police. Salaire insuffisant, conditions de travail pénibles et millions d'heures supplémentaires impayées. Les forces de l'ordre ont donc décidé de taper du poing sur la table. Face à cette situation, les syndicats policiers ont appelé par communiqué à un acte 1 de la contestation policière, réclamant un retour sur investissement après un mois de mobilisation. Ainsi, le syndicat Alliance a même enjoint tous les policiers à bloquer les commissariats et à ne répondre qu'aux appels d'urgence. Une menace qui n'a, semble-t-il, pas fait frémir le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Vous savez très bien qu'ils ne bloqueront pas les commissariats parce qu'ils ont le sens du service public. Autant que nous, que vous, que moi. Et je sais qu'ils y sont attachés. J'échange avec eux très régulièrement. Et je peux vous dire que je ne suis pas inquiet sur ce sujet. Mais par contre, il y a un mot d'ordre, une mobilisation qui fait état de vraies difficultés. L'État doit actuellement presque 275 millions d'euros à ses policiers au titre des heures supplémentaires. Non pas de ces derniers mois, de cette dernière année, mais depuis des dizaines d'années. C'est un chantier que je veux ouvrir avec eux. Nous n'avons pas le droit d'avoir une dette de ce niveau-là. Si le locataire de la place Beauvau a minimisé
minimiser la menace des syndicats policiers. Il a tout de même consenti à les recevoir en urgence mardi soir. Une réunion pour tenter d'apaiser la colère. Cependant, il semblerait que le face-à-face ait produit l'effet inverse. En effet, à l'issue de 3 heures de discussion, Christophe Castaner n'a proposé qu'une prime de 300 € aux forces de l'ordre mobilisées face aux gilets jaunes. Une carotte insuffisante selon les syndicats policiers, alors que près de 23 millions d'heures supplémentaires demeurent impayées, soit un total de 275 millions d'euros. Un problème de taille alors que les caisses sont vides et que la marge de manœuvre budgétaire est plus qu'étroite. Ainsi, face à l'absence de réponse gouvernementale, les policiers entendent bien poursuivre leur mobilisation, surnommée Giro Bleu, évidente référence à celle des Gilets jaunes. Les syndicats menacent désormais le gouvernement d'un mouvement d'ampleur nationale, une menace bien réelle alors que les organisations syndicales bénéficient d'une solide légitimité. 80% des policiers ont voté aux élections professionnelles début décembre. La menace est d'autant plus grande pour Christophe Castaner qu'une convergence des luttes entre Gilets jaunes et Giro Bleu est désormais possible, voire envisagée. Les fêtes de fin d'année promettent donc d'être particulièrement tendues pour le gouvernement. Eric, enfin taxé en France, malgré l'absence d'accord européen sur le sujet, le président de la République et le Premier ministre ont annoncé que les fameux GAFA vont finir par honorer leurs impôts. Une annonce censée calmer les gilets jaunes qui pourrait toutefois être plus compliquée à réaliser que prévu. Google, Amazon, Facebook, Apple et consorts vont-ils enfin mettre la main à la poche? C'est en tout cas ce que laissait entendre la dernière intervention d'Emmanuel Macron pour calmer la colère des gilets jaunes. En effet, à défaut d'avoir rétabli l'ISF, comme beaucoup de manifestants le réclamaient, il fallait bien faire un geste contre les pirouettes fiscales des plus grosses entreprises du numérique. Cependant, le gouvernement et le Parlement devront aller plus loin pour mettre fin aux avantages indus et aux évasions fiscales. Le dirigeant d'une entreprise française doit payer ses impôts en France. Et les grandes entreprises qui y font du profit doivent y payer l'impôt. C'est la simple justice. Cet empressement imprévu ne prouve en réalité que la nécessité de trouver un financement pour les différentes propositions prises pour les gilets jaunes. Mais selon les prévisions, la taxation des GAFA devrait rapporter quelques 500 millions d'euros à la France, quelques 5% des 10 milliards que représentent les annonces présidentielles sur le SMIC, la CSG des retraités modestes et la défiscalisation des heures supplémentaires. Une goutte d'eau, mais une goutte d'eau symbolique dans la quête de justice sociale portée par la révolte jaune. Et si l'annonce était visiblement attendue, elle semble également prématurée. En effet, alors que l'Union européenne ne parvient pas à se mettre d'accord sur cette fameuse taxe GAFA, notamment à cause de l'Allemagne qui craint des mesures de rétorsion américaine sur la vente de ses voitures, nombreux sont les pays qui commencent à perdre patience. En effet, face au différentiel entre les chiffres d'affaires et les impôts de ces géants, il y a de quoi s'étouffer. Facebook, le leader des réseaux sociaux fondé par Mark Zuckerberg, compte par exemple 108 salariés dans sa filiale française pour un chiffre d'affaires de 56 millions d'euros en 2017. Total de l'impôt versé à l'État français, 1,9 million. Pas grand-chose, à plus forte raison que tout porte à croire que le chiffre d'affaires serait sous-estimé et tournerait davantage aux alentours de 900 millions d'euros. Le même calcul peut être fait chez Google, taxé à hauteur de 14 millions d'euros pour un CA déclaré de 325 millions, et ce, alors même que le marché publicitaire sur le web, très largement dominé par Google, représente plus de 2 milliards d'euros. Du côté d'Amazon ou d'Apple, sans surprise, on n'est pas plus près de l'exemplarité. Devant l'éternel balbutiement européen, la France a donc voulu montrer qu'elle allait prendre le problème à bras-le-corps, timidement toutefois, puisque Bruno Le Maire avance vers une taxation des GAFA à hauteur de 3% sur le chiffre d'affaires. L'idée de calculer l'impôt sur le chiffre d'affaires est aussi une condition pour éviter les techniques d'optimisation fiscale chères à ces entreprises. Pour autant, les 3% annoncés devraient être établis uniquement sur les recettes publicitaires et non sur les activités commerciales. Un sacré manque à gagner puisque cette limitation exclut presque de facto une grande partie des géants du web pour se concentrer sur Google et Facebook. Bercy avait d'ailleurs estimé que l'UE pourrait percevoir 1,3 milliard de taxes avec cette disposition, quand la taxation généralisée rapporterait pas moins de 5 milliards.
Face à ce gigantesque casse-tête, la France veut toutefois s'engager en première de cordée et lancer la collecte à partir du 1er janvier 2019. Problème, la mesure ne figure pas dans la loi de finances. Elle pourrait donc être intégrée dans la loi Pacte, dont le texte reviendra en deuxième lecture à l'Assemblée en début d'année prochaine. Après le 1er janvier donc. Pour l'exécutif, cela n'empêchera pas de taxer les géants du web sur l'intégralité de l'exercice 2019. Mais le Conseil constitutionnel invalide cette méthode qu'il désigne déjà comme une grande rétroactivité. Une disposition pour le moins logique d'ailleurs. Autre problème et pas des moindres, fascinés par la grandeur des géants américains, Bruxelles et Paris en sont à oublier que l'Union européenne a également quelques pépites telles que les entreprises Booking, Zalando ou Spotify. Ces dernières ont d'ailleurs déjà écrit fin octobre aux 28 ministres des Finances pour alerter sur le fait qu'elles seraient les premières victimes de ces dispositions prises pour les GAFA, renforçant ainsi l'hégémonie américaine. Et à présent, c'est l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Année noire pour les pompiers, les chiffres des agressions à l'égard des soldats du feu en 2017 viennent de tomber et ils sont accablants. On note ainsi une augmentation de 23% des violences lors des interventions. Autre chiffre encore plus impressionnant, entre 2008 et 2017, le nombre d'agressions a tout simplement triplé. Si les chiffres restent encore relativement bas, moins d'une agression pour 1000 interventions, la tendance est de plus en plus inquiétante. Rappelons que le 4 septembre dernier, le caporal Geoffroy Henry, 27 ans, était décédé après avoir été poignardé par celui qu'il voulait secourir. Fleur Pellerin, soupçonnée de prise illégale d'intérêt, l'ancien ministre de la Culture sous François Hollande est dans le viseur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les soupçons concernent ses liens avec l'entreprise sud-coréenne Naver Corporation, avec qui elle fut amenée à traiter en tant que ministre et qui est devenu son principal partenaire en affaires lors de son passage dans le privé. Stéphane Bern pousse un coup de gueule contre la majorité. Le célèbre présentateur télé s'en est pris aux macronistes qu'il qualifie de technocrates sur Twitter. En cause, le choix des députés de La République En Marche de rétablir la taxation du loto du patrimoine. Un avis largement partagé par l'ensemble du spectre politique et qui n'arrange pas les affaires du gouvernement, déjà malmenées dans les sondages de popularité. Une consultation du CESE pour la liberté d'expression. Le site du Conseil économique, social et environnemental a mis en ligne une proposition de suppression des lois portant atteinte à la libre expression, à savoir les lois Pleven, Guesso et Taubira. Si un tel texte a peu de chances d'aboutir, les citoyens désireux de faire entendre leur voix peuvent voter pour ce texte sur le site du Conseil. Nicolas Sarkozy sollicité par l'Élysée, l'ancien président de la République a été chargé par Emmanuel Macron de représenter la France lors de l'investiture de la nouvelle présidente de Géorgie. L'Élysée a expliqué que l'ancien chef de l'État a été choisi pour son lien avec la Géorgie, où il a agi comme médiateur lors du conflit avec la Russie en 2008. Nicolas Sarkozy reprend donc du service, mais la présidence a assuré qu'il n'était pas question de confier à l'ancien président des missions régulières de représentation. Strasbourg ne veut pas de shérif Shekat. Une semaine après l'attentat perpétré par le terroriste islamiste, le premier adjoint de la ville, le socialiste Alain Fontanel, a affirmé que la municipalité réfléchissait à refuser d'inhumer shérif Shekat à Strasbourg. Si aucune démarche n'a pour le moment été entreprise par la famille de l'assaillant, elle pourrait néanmoins exiger de l'inhumer à Strasbourg. Cerise sur le gâteau, si la famille n'a pas les ressources financières nécessaires pour assurer les funérailles, c'est à la commune de les prendre en charge. Le Premier ministre belge a rendu son tablier. Après une crise majeure autour du pacte de Marrakech, Charles Michel a annoncé sa démission mardi. Le 9 décembre dernier, plusieurs ministres nationalistes flamands avaient claqué la porte car ils s'opposaient au soutien du pacte de l'ONU sur les migrations par la Belgique. Minoritaire après ses nombreux départs, le Premier ministre belge a donc pris les devants, mais le roi Philippe tient pour le moment sa décision en suspens. Nouvelle découverte spatiale. Lundi, le Centre des planètes mineures a annoncé avoir découvert l'objet le plus éloigné de notre système solaire jamais détecté. Baptisé Far Out, l'astre est 120 fois plus éloigné du Soleil que la Terre, mesure 500 km de diamètre et est rosâtre, couleur généralement associée aux objets riches en glace.
Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Bruno Nord, c'est le président du Centre national des indépendants et paysans, le plus vieux parti de la droite française, par lesquels sont passés notamment René Coty, Valéry Giscard d'Estaing ou encore Jean-Marie Le Pen. Depuis plusieurs mois, le CNIP a rejoint la plateforme des amoureux de la France avec un seul but, l'union des droites. Et effectivement, c'est la révolte de la ruralité, parce qu'on me dit souvent, qu'est-ce que c'est un paysan ? C'est un bouseux, quoi. C'est un type qui sort de je ne sais où. Ben non, le paysan, c'est celui qui est attaché à son pays, c'est celui qui est attaché à sa terre, c'est celui qui est attaché à sa culture, à ses traditions. Quand il prend sa terre dans la main, quand je prends un petit peu de terre d'Alsace dans ma main, je ressens quelque chose qui est beaucoup plus, qui me dépasse. Et c'est la raison pour laquelle c'était absolument fondamental que nous revenions au CNIP, et c'est tout à fait naturellement que nous sommes aux côtés de cette ruralité qui souffre. Et là encore, on doit prendre des décisions au plus proche du peuple, au plus proche de nos concitoyens les plus éloignés. Quand on supprime, par exemple, une ligne de train au fin fond des Vosges, eh bien, il faut se préoccuper des solutions alternatives. Ce soir, vous avez également rendez-vous avec Perle de Culture. L'équipe cinéma vous parlera de ses coups de cœur. Puis Anne Brassier reçoit ensuite Zeng Lunian pour la présentation de ses ouvrages Le Petit Miroir sur sa jeunesse au sein des garde-rouges chinois et Le bonheur de la bouche préfacé par le chef français triplement étoilé Guy Savoy. Ensuite, Thibaut Dubois parle de son recueil de textes intitulé Merveilleux Noël de Bretagne. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnole avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Les campagnards sont très sensibles à l'hystérie agressive qui règne à Paris, dont les Parisiens ne se rendent même pas compte, et dont je voudrais vous donner deux exemples absolument réels et typiques, d'autant qu'ils se sont conclus pratiquement sur la même phrase, qui témoigne d'une absence totale de civilisation. Le premier, c'est sur une place publique dans le 9e arrondissement de Paris, où il y a 2 ou 3 petits cafés avec une terrasse, un kiosque, des arbres, une fontaine, et où, en ce mois de décembre, les gens qui prenaient un café au soleil étaient un peu emmitouflés. À la droite de la table ronde que j'occupais avec mon petit chien à mes pieds, il y avait 2 femmes qui discutaient en fumant, et comme il y avait du soleil, la fumée de leurs cigarettes faisait une sorte de harpe dans les rayons de soleil, c'était très joli. Le seul problème, c'était qu'elles avaient 2 fillettes de 4 ou 5 ans qui jouaient ensemble avec un ballon et une poussette de poupée, mais surtout qui poussaient des cris de plus en plus stridents, l'une après l'autre, chacune essayant de surpasser l'autre dans le volume sonore. Alors au début, vous vous dites, elles vont se fatiguer, et vous essayez de lire votre journal avec plus d'attention, mais elles n'étaient pas fatiguées du tout, et donc au bout de 3 minutes de ces hurlements, comme vous êtes le plus proche de ces demoiselles, vous poussez un « Oh, 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 mesdemoiselles, on s'entend plus lire le journal, hein, vous baissez d'un ton, s'il vous plaît ». Alors là, bondit sur moi une des 2 mères, toujours avec sa cigarette, qui me dit « Mais ça va pas de parler à mes filles comme ça ?» À quoi je réponds « Mais madame, je parle à vos filles comme je veux, et moi au moins, contrairement à elles, et à vous, je ne hurle pas. » Alors elle se tourne vers ses filles et elle dit « Vous pouvez crier tant que vous voulez, n'écoutez pas ce qu'on a. » Alors je leur dis « Écoutez-moi, au contraire, vous vous souviendrez qu'un monsieur, un jour, vous a dit que vous étiez très mal élevé, et que si vous restez mal élevé toute votre vie, ce sera un très lourd handicap. La preuve, regardez votre mère, elle est aussi très mal élevée, et vous voyez bien qu'elle se fait remarquer et que tout le monde trouve ça gênant. » Là-dessus, la mère essaye de m'écraser carrément sa cigarette sur le dos de la main, sans y parvenir parce que la cigarette s'est cassée tout de suite. Je me lève, mon chien se met à aboyer, elle essaie de faire croire que mon chien a mordu l'une de ses filles. Elle prétend appeler la police, mais elle tombe mal parce que d'abord mon chien est aveugle, et puis les gens commencent à la regarder de manière hostile en disant que mon chien n'a rien fait. Enfin, elle dit à ses filles, de toute façon, il est vieux, il va mourir bientôt, d'ailleurs le plus tôt sera le mieux, et puis elle s'en va sans payer. Le garçon a dû courir après, avant le feu rouge. La chose que je me suis dite aussitôt, c'est qu'à Campagnole, dès ma réprimande au début, toute la terrasse m'aurait défendu, mais là non, c'était un peu mou, c'était des Parisiens. Et puis surtout, à Campagnole, la mère aurait dit à ses filles de la mettre en veilleuse parce que c'est moi qui avais forcément raison.
Or, à Paris, ce sont plutôt les enfants de 5 ans qui ont raison, par définition, parce que leur mère le leur a dit, et elle leur apprend au passage que les vieux, eux, sont des gêneurs qui, heureusement, vont bientôt mourir. Fin de la première anecdote. La deuxième, tout aussi réelle. Je laisse mon chien renifler sur une pelouse, sans laisse, mais le risque est faible, puisqu'il n'y voit rien. Arrive un petit pincher, un chihuahua très petit, sans laisse lui aussi, qui est venu d'assez loin dans le jardin. On ne voit pas son maître. Le chien miniature l'a essayé de jouer avec le mien, mais le mien, qui ne l'a pas vu, est simplement surpris. Il aboie une fois, au jugé comme ça. Le petit chien prend peur, repart dans la direction d'où il est venu. 5 minutes passent. Et là, dans ce coin de parc, je vois descendre 4 à 4 par l'escalier à rondins un type d'une trentaine d'années, très agité, qui porte le petit chien de tout à l'heure dans ses bras et qui crie à mon adresse « Votre chien a fait peur au mien, il n'est pas en laisse ». Le temps qu'il approche, je lui fais observer que son chien n'était pas en laisse non plus. La preuve, il s'est sauvé. Et je lui explique que le mien n'y voit rien, mais que le type se rapproche de moi. Il a un accent que j'ai même pas le droit d'imiter ici, mais d'après ce qu'il va dire, il vous sera facile de le reconstituer. Il me dit textuellement « Mon chien, il a traversé l'avenue sur la tête de mon père, s'il s'était fait écraser, je te tuais sur place. » Et il ajoute, t'as de la chance d'être une personne âgée. Bon, je vous raconte pas la suite, le type était à la fois idiot de naissance, défoncé au hashish, etc. J'ai été sauvé par 2 policiers municipaux qui passaient. Je préfère comparer les 2 conclusions. Dans les 2 cas, vous avez des névrosés qui vivent dans l'affrontement physique et verbal permanent avec autrui, dans l'affirmation agressive de soi, et qui sont irrités par le fait que vous soyez placide, vaguement ironique, en tout cas plus équilibré qu'eux. Si vous étendez ce type de rapport de comportement à la société française entière, ce qui ne saurait tarder, il est peut-être temps d'intimider une bonne fois ceux qui nous traitent ainsi, ceux qui nous laissent traiter comme ça, notamment les vieux, car cette semaine, j'aurais donc été 2 fois, malgré mon âge, plus ou moins menacé de mort, ce qui vous donne une idée de la qualité des rapports humains en région parisienne en ce moment. Abonnez-vous, faites connaître, c'est un moyen comme un autre de lutter contre les barbares. Merci.